tous, bienvenue sur Free Matin à suivre la une des journaux. Bonjour Kadir Achou. Bonjour à vous, chers amis internautes, bonjour. Dans la une des parutions de ce matin, nous avons l'audition de l'ancien président Thomas Boniaï à son domicile cet après-midi aux environs de 15h. Nous avons également la convocation de l'ex-député Guido Soumitokwe au tribunal de Cotonou. Et pour finir, nous avons l'invitation du président Boari adressée au président Patrice Talon à l'occasion de la célébration de la journée de la démocratie au Nigeria. Le bulletin matinal d'information sera signé Dorcas Demogba. Marcel Fongi nous rejoindra pour la revue de presse nationale. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadia. Avec vous dans un instant, le débat sur Free Matin. Nous parlerons donc de l'actualité concernant l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, qui sera écouté dans l'après-midi de ce jour par le juge du 4e cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Cotonou, qui se rendra évidemment au domicile de l'ancien numéro 1 du Bénin. Nous ferons donc le débat dans un instant sur Free Matin. Les sports, quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette « Violence et vandalisme à Cotonou depuis mai dernier ». Un juge d'instruction chez l'ancien président Thomas Boniaï à 15h30. Guido Soumitokwe, quant à lui, sera écouté au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Plus de précisions à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Nous restons à la une du jour de l'informateur. En deuxième titre à la une, importation et vente de tôles non laquées. 12 mois de moratoire pour vendeurs et utilisateurs. Nous restons à la une de l'informateur du jour. Coup de filet de la douane béninoise dans les départements du Mono et du Koufo. 81 boules et 15 plaquettes de chanvre indien saisies. De détails à la page 6 de la parution du jour du Canard. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale d'analyse d'informateurs. Le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Best. Info en manchette ce matin consacre sa manchette du jour au volet judiciaire du drame des 1er et 2 mai 2019. Boniaï face à ses responsabilités ce jour. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de Best Info du jour. Campagne à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC 2019. Basile Chibozo pour une carte de presse rénovée. Matin libre, ce matin en manchette, climat post-législative, les signes d'une main tendue déguisée, selon le confrère. Plus de détails à la page 7 de sa parution du jour. Toujours à la une de Matin libre du jour, l'ancien premier ministre de Yaïron, le silence. Lionel Zinsou parle de la gestion atypique de Patrice Talon. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Nous restons à la une de Matin libre du jour, violence post-électorale. Guido Soumitokwe convoqué au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Libération, 6e mandature de la Cour constitutionnelle, 390 décisions DCC, 30 décisions et décisions EL rendues en un an. Une mandature record de la Cour constitutionnelle depuis 1993. Nous restons à la une de Libération du jour, rapport mondial 2019 sur la condition des enfants, 27e sur 176 pays. Le Bénin s'est encore illustré, le fruit des efforts du gouvernement Talon pour améliorer les conditions de la petite enfance. Nous restons à la une de Libération du jour, en deuxième titre à la une cette fois-ci, grâce au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, des milliers d'actes de naissance sans souche bientôt reconstitués. Talon toujours soucieux des préoccupations de son peuple. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. Kames Gate, une bataille judiciaire s'ouvre ce jour à Cotonou. Que toute la lumière soit faite sur ce dossier qui discrédite le monde universitaire. Le Canard affiche en manchette, comme vous pouvez l'apercevoir, les photos de ceux qui sont concernés dans ce dossier. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée. Après l'installation de la 8e législature, le porte-parole de l'Union sociale libérale, toujours inquiet pour la démocratie béninoise. Nous restons avec Le Confrère de la matinée. Rencontre Macron, Infantino, AFD, FFF et président des fédérations francophones. Mathurin Deschacus, c'est le football béninois à l'honneur à l'Élysée à Paris. Nous passons au quotidien Le Nouvel Observateur à présent. Convocation de Boniaï au tribunal. Le gouvernement opte-t-il vraiment pour la paix, s'interroge le Canard. Probable blocage des rues de Cadion ce jour, prédit Le Confrère. Nous restons à la une de Le Nouvel Observateur. Crise socio-politique. Le problème du Bénin n'est ni Soglo-Niaï et encore moins l'opposition, selon Le Confrère de Le Nouvel Observateur. Le pays émergent en manchette ce matin. L'ex-président Boniaï convoqué au tribunal de Cotonou. Patrice Talon veut-il réellement la paix? Que devient alors la main tendue du chef de l'État pour le dialogue? Donc là, Mabalo nous prenons sa déclaration comme un aveu.
Toujours à la une de Le Pays émergent, condamné à 1 an de prison ferme dans une affaire de bradage de domaine public. Encore d'autres ennuis judiciaires pour l'ancien préfet du département du littoral Modeste Toboula. Bientôt des recours en cascade contre lui à la Cour suprême et à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le chef de l'État, Patrice Talon, décidé à faire la purge autour de lui, s'interroge le confrère. L'Indépendant en manchette ce matin présente la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Marie-Odile Atanasso, et titre fidèle à la vision du président Patrice Talon. Marie-Odile Atanasso lance l'ultime réforme pour assainir définitivement les établissements privés d'enseignement supérieur. Certains sont priés de fusionner ou de fermer. Le compte rendu est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de l'Indépendant du jour pour une affaire de justice le concernant. Thomas Boniaï écouté par un juge ce jour à son domicile. Toujours à la une de l'Indépendant du jour, revue du groupe thématique gouvernance administrative période 2018-2019, synergie d'action et solutions innovantes pour une administration efficace, 82,21% de taux de réalisation des objectifs fixés. Libération à présent, nous revenons au quotidien Libération, supposé mauvaise gestion du Fonds des arts et de la culture, de fausses accusations contre le DG Gilbert Déoumalé. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le matinal, ce jour en manchette, audition de l'ancien chef de l'État dans le dossier violence 1er et 2 mai. Le juge d'instruction au domicile de Yahi, une procédure judiciaire normale selon le confrère du matinal. Toujours avec le matinal, intervention de l'ex-premier ministre sur la situation sociopolitique au Bénin. Lionel Zinsou fait économie de vérité selon le défi d'une génération. Les raisons de ce titre sont à découvrir à la page 9 de la parution du jour du quotidien. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Crise préélectorale, Guy Mitokpe devant le juge d'instruction ce jour. Toujours avec Le Béninois libéré, célébration de la journée de la démocratie au Nigeria, Talon, l'invité d'honneur du président Buhari. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, violence post-électorale. Yahi écouté chez lui ce jour et lutte contre le trafic de drogue. Espoir de la douane et de Bénin Contrôle à Atiémé, 81 boules et 15 plaquettes de chanvre indien interceptées. Nous restons avec Bénin Intelligent qui vous présente Sénalia Gago, un amour qui s'est perfectionné dans sa rubrique Portrait des journalistes. Les 4 vérités, ce matin, rapport mondial 2019 sur la condition des enfants. Le Bénin classé 27e sur 176 pays grâce aux efforts du gouvernement. Les pharaons, enseignement supérieur avec le professeur Dodi Amouzoui, liste du conseil scientifique des établissements privés exigés. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge. Le challenge qui titre ce matin, correction des copies du BPC 2019 à Cotonou, près de 90% de moyenne en lecture dans le littoral. Voici le corrigé-type des épreuves, des détails à la page 5 de la parution du jour du quotidien. Nous restons avec le challenge, 6e édition de la semaine des frontières béninoises, le SOS de l'ABJF pour des espaces frontaliers viabilisés et mieux sécurisés. Nous finissons ce matin avec le révélateur du jour qui révèle que au sujet du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, le RAVIP où en est-on concrètement, s'interroge le confrère. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour et toujours avec le révélateur du jour, port de perles aux hanches, confidence des adeptes d'une pratique ancestrale. Nous restons toujours avec les quotidiens béninois pour suivre donc la revue de presse nationale avec Marcel Fonji. Bonjour à tous et à toutes et très heureux de vous retrouver une fois encore ce matin sur la revue de presse de ce vendredi 7 juin 2019. Tout le peuple béninois est certainement à l'écoute suite à l'annonce du juge d'instruction d'hier. L'informateur nous apprend que suite aux actes de violence et de vandalisme qui ont eu lieu à Cotonou en début mai dernier, le juge d'instruction Aubert Kodjo va se déplacer lui-même au domicile de Boniaï à 15h30 afin de l'écouter. Best Info ajoute que face à la poursuite des enquêtes ouvertes sur les incidents malheureux de Kadiaron les 1er et 2 mai dernier, la justice béninoise, dans sa volonté de faire toute la lumière sur le dossier, décide d'écouter l'ancien président Boniaï à son domicile à Kadiaron, où sa sécurité est assurée par les agents de la police républicaine. Mais l'opposition de son côté voit de mauvais œil cette interpellation tout en dénonçant une parodie de justice. Le quotidien d'information 5 minutes nous révèle que suite à l'annonce d'interpellation de l'ancien président Boniaï, les ténors de l'opposition, en l'occurrence Eric Rondeté, candidat à Zanaï, pour ne citer que cela, étaient ensemble hier pour se doper le moral. Le journal précise qu'après concertation
Ils demandent à la communauté internationale d'agir contre ce qu'ils appellent l'instrumentalisation de la justice béninoise à des fins politiciennes. Rappelons que l'honorable Guy Mutokpe également est attendu ce même jour dans les locaux du tribunal de Cotonou. Affaire Kames Victor Tokpanou devant le tribunal de Cotonou ce vendredi. Voilà ce que titre le quotidien La Dépêche. Le Soleil Bénin, quant à lui, précise que c'est une bataille judiciaire qui s'ouvre ce jour à Cotonou. Le journal souhaite que toute la lumière soit faite sur le dossier qui discrédite le monde universitaire. Malgré les controverses et remous qui planent sur la gouvernance de la rupture, les résultats et les efforts consentis dans différents secteurs sont tout de même satisfaisants. Le quotidien Le Matin indique que dans le rapport mondial de Save the Children sur la condition de l'enfance, le Bénin occupe désormais la 27e place sur 176 pays. Le journal précise que dans son classement, l'organisation Save the Children s'appuie sur les indicateurs tels que la mort, la malnutrition, la déscolarisation, les violences physiques imposées aux enfants, pour ne citer que ceux-là. C'est dans ce sens que le potentiel qualifie le Bénin d'un excellent protecteur des enfants. D'une prouesse à une autre, Libération nous rappelle que le président Patrice Talon est toujours soucieux des préoccupations de son peuple. Et pour preuve, grâce au RAVIP, le gouvernement annonce que des milliers d'actes de naissance sans souche seront bientôt reconstitués. À travers un communiqué de presse signé par le président du comité technique de pilotage du RAVIP, Jean Arolou, il sera organisé dans tous les centres d'état civil l'enregistrement des citoyens dont les actes de naissance se sont révélés sans souche dans les registres de l'état civil. L'opération est prévue pour se dérouler du 2 au 17 juillet 2019. Et pour finir, l'État béninois s'engage résolument à lutter contre le terrorisme. Et c'est l'autre vision qui précise que, comme à l'accoutumée, le 7 juin de chaque année, la 6e édition de la Semaine des frontières béninoises prend son envol dès ce jour. Organisée par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, elle vise à informer le grand public sur la mission et les actions de cette agence dans le cadre de la sécurisation, de la viabilisation des espaces frontaliers et l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce sera tout pour la revue de presse de ce matin. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à vous. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Dorcas Gamagba. Bonjour à tous. Le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur a formellement démenti l'information selon laquelle il aurait pour bientôt la fermeture d'une cinquantaine d'établissements privés. Il s'agirait selon lui d'une vieille information réchauffée par les médias. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le professeur Dodji Amonsouvi. Il est au micro d'Abdel Kader Achirou. En fait, l'information, elle est ancienne, c'est une vieille information. L'information est issue de la première édition des agréments. Vous le savez, lorsque la commission a fini de travailler, il y avait 50 établissements privés d'enseignement supérieur qui ont été épinglés et qui, pour des raisons de non-fonctionnement ou des raisons diverses, devraient être fermés. Mais la liste qui avait été publiée l'année dernière, c'était une liste provisoire. Donc, les établissements privés ont eu le temps de réagir et tout. Maintenant, le travail des réclamations a été fait et définitivement, c'est vrai que les résultats de la première édition deviendront définitifs et les arrêtés seront pris pour la fermeture de ces 50 ou ces 48 établissements privés d'enseignement supérieur. Et ça, c'est les résultats de la première édition. À l'issue du processus de la deuxième édition, de nouveaux établissements seront encore fermés. Puisque les résultats ne sont pas encore là, je ne peux pas encore me prononcer et savoir qui sera fermé, qui ne sera fermé. C'est le résultat des travaux en commission et des travaux de la session du Conseil consultatif national qui fixera et dégagera les établissements à griller, les établissements à ouvrir, les établissements à fermer. Nous restons avec le professeur Dodji Amonsouvi. Le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur a rencontré dans la soirée de ce jeudi les sommités du secteur privé de l'enseignement au Bénin.
une réunion avec les promoteurs d'établissements privés en vue de leur expliquer de long en large la réforme de fusion des universités. Lancée avec un délai de 3 mois, cette réforme permettra aux universités qui ne peuvent pas respecter strictement les tests de disparaître pour renaître avec d'autres, pour être plus forts, plus grands et plus efficaces. Pour plus d'explications, suivons le professeur Dodji Amonsovi au micro d'Abdel Kader Achiro. À l'initiative des promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, initiative qui a rencontré l'adhésion du ministère, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour enclencher un processus que je peux qualifier d'ultime dans la vie des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin, que je peux qualifier de structurant, que je peux qualifier de fondamental, en ce sens que les réformes engagées depuis 2016 ont atteint leur vitesse de croisière et ont amorcé légèrement la descente. Alors, quand il faut récupérer toutes ces réformes, les résultats doivent pouvoir tenir la promesse des fleurs. Et pour cela, différentes options sont envisageables par les acteurs en présence. Et l'option la plus humaine, la plus humanisante et la plus gérable pour tout le monde aujourd'hui, c'est l'option que les tests nous donnent. C'est l'option que le bon sens nous donne. C'est l'option que la légitimité nous donne. C'est l'option que la cohérence nous donne. Parce que si on applique les tests en l'état, nous allons fatalement nous retrouver dans une situation où beaucoup d'établissements privés d'enseignement supérieur se verraient leur autorisation d'ouverture retirée purement et simplement parce qu'ils auraient travaillé pendant 4 ans, ils n'auraient pas passé l'agrément. Et pour ne pas en arriver à cette application pure et dure des tests, nous avons eu la possibilité, avec les tests en vigueur aujourd'hui, d'aller vers une fusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en l'état, si un établissement privé d'enseignement supérieur se reconnaît un certain nombre de défis difficiles à relever seul, l'État lui donne la possibilité de fusionner avec un autre qui a les mêmes problèmes que lui pour qu'à 2, à 3, à 4, ils deviennent plus forts. En ce moment, 4 établissements deviennent un seul. Ce seul devient plus fort et évite le naufrage ou évite le retrait de l'autorisation d'ouverture aux 4. De la même manière, un établissement qui est déjà suffisamment fort peut devenir excellemment fort en prenant avec lui des gens moins forts que lui. Donc en fusionnant avec d'autres, il devient encore plus fort. Donc c'est ouvert aussi bien aux établissements agréés qu'aux établissements aujourd'hui ouverts, mais qui peut-être courraient le risque de se retrouver purement et simplement fermés à l'issue du processus de la 2e édition des agréments. C'est donc pour éviter ça que l'option d'humaniser l'application des tests a été prise. Il a été donc question de soumettre aux établissements privés d'enseignement supérieur la manifestation de l'intérêt. Oui, moi j'ai intérêt, l'idée n'est pas saugrenue, l'option pourrait être utile, je m'engage, voici mes motivations. Une fois qu'un établissement le dit, on lui donnera un délai. Au cours de ces délais-là, il va mettre en place les meilleures modalités que l'État va encadrer pour qu'au bout du processus, il redevienne à l'État beaucoup plus fort. L'avantage, c'est que nous aurons des établissements privés d'enseignement supérieur de plus en plus forts, des établissements privés d'enseignement supérieur de plus en plus costauds, des établissements privés d'enseignement supérieur de plus en plus en phase avec les tests qui les régissent, et le rétrécissement de la panoplie de la grande masse d'établissements privés que nous avons aujourd'hui fera que le ciel va s'éclaircir davantage, l'État pourrait davantage accompagner le peu d'établissements privés d'enseignement supérieur qui, par ailleurs, pourraient être des géants, pourraient être de partenaires sérieux, davantage sérieux vis-à-vis de l'État pour l'éducation des enfants. Donc, c'est une opportunité qui est offerte aux EPES qui le souhaitent, qu'ils soient agréés ou non, afin que demain,
soit meilleur pour la République, pour les épaisses, pour les enfants de la République et pour tout le monde. Cela dit, si l'établissement privé d'enseignement supérieur estime qu'il pourra régler ses propres défis, il pourra corriger et renforcer ses faiblesses, libre à lui. S'il les corrige et s'il se met en phase parfaite avec les tests, bingo, il n'y a pas de problème. La fusion n'est pas obligatoire. On ne fait pas le bonheur de quelqu'un malgré lui. La fusion, elle est libre. C'est celui qui veut qui fusionne avec les autres. Et les modalités de cette fusion-là, c'est encore eux qui les trouvent. La fusion peut être l'absorption. La fusion peut être la mise en place d'une équipe où les anciens promoteurs deviennent des associés, où ils ont une administration indépendante, etc., etc. Mais ce que l'État ne va pas accepter, la fusion ne sera pas un nouvel syndicat ou une nouvelle conglomération des anciens promoteurs qui vont rester en l'État et vont juste saupoudrer ou juste vernir l'affaire pour dire nous sommes devenus. Non, quand on fusionne et on devient un. Ce un peut garder un ancien nom, comme il peut avoir un nouveau nom complètement. Mais ce qui est sûr, dès que vous fusionnez, les anciens arrêtés sont abrogés, un nouvel arrêté est pris pour mettre tout le monde ensemble avec la nouvelle désignation. Nous leur avons donné jusqu'au 10 juin pour que les manifestations d'intérêt arrivent. Le 15, la première réunion de ceux qui auraient manifesté ces intérêts se tiendra. Donc, du 15 juin au 15 septembre, soit 3 mois sera accordé aux établissements privés d'enseignement supérieur, au cours desquels ils mettront en place les modalités pour leur fusion. À la fin de ce délai, nous sommes déjà à la porte de la nouvelle rentrée et l'État avisera sur la base des propositions qu'ils feront à l'État. Hors de nos frontières, à présent, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a suspendu le Soudan hier. À travers cette décision, le Conseil réitère pour la 4e fois depuis le 15 avril 2019 la nécessité de remettre le pouvoir à une autorité sous conduite civile. Cette suspension est également la stricte application des tests de l'organisation panafricaine en cas de coup d'État. Pour finir, le président de la Confédération africaine du football a été interpellé hier matin dans un hôtel à Paris. Il sera entendu par les services de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Selon les informations, cette interpellation serait liée au contrat rompu unilatéralement par la CAF avec l'équipementier allemand Puma. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Le débat sur Free Matin, nous parlons donc de l'actualité concernant l'ancien président Boni qui sera écouté ce jour même donc à son domicile. Carles Kitome, la nouvelle nous est parvenue hier. Oui, tout à fait. C'est vrai que depuis hier, plusieurs informations circulent dans la presse et sur les réseaux sociaux qui indiquent que ce jour même, l'ancien chef de l'État, le président Patrice Talon, sera écouté par un juge d'instruction. Et visiblement, ceci s'inscrit dans le cadre des enquêtes au sujet des manifestations des 1er et 2 mai dernier à Cotonou. Et à première vue, je crois quand même que c'est une situation presque obligatoire dans la mesure où, vu l'ampleur de ce qui s'est passé, et le lieu où ça s'est déroulé et les acteurs impliqués, et en tenant compte de la menace lancée la veille par 3 personnes vraiment respectées dans ce pays, que sont le président Yahi Boni, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, Madame Viera Soglo, avec à leur côté Candide Azanaï, qui donnait un délai de 24 heures au président de la République pour revenir, pour annuler les élections, de peur de voir son mandat écouté. Et vraiment, à l'expiration de ces 24 heures, il y a eu ces manifestations qui se sont révélées meurtrières. Donc, je pense que dans la logique, il est très normal qu'on puisse écouter chacun de ces acteurs pour savoir un peu de quoi cela retourne, pour déceler en fait l'origine de ce qui s'est passé, dans la mesure où s'ils menacent et que ça se produit, ça laisse suggérer, ça laisse quand même supposer que quelque part ils auraient pensé à quelque chose avant de lancer leur menace. Et
vu les conditions qu'il soit réuni chez le président Yahi Boni avant que tout cela ne commence, ça laisse quand même la liberté aux juges en fait, d'explorer beaucoup de pistes. Et nous pensons que à les écouter, on pourra peut-être situer les responsabilités. Surtout quand des blessés commencent à évoquer le nom de certains députés qu'il fallait voir en urgence. Je crois que, en fait, c'est un amalgame. On ne saurait prouver quoi que ce soit, on saurait dire quoi, mais c'est un amalgame qui se crée et il faut forcément démêler tout ça. Je crois que ce n'est que justice que le chef de l'État soit écouté. Et maintenant, il faudrait que tout le monde sache raison garder, qu'on ne pense pas que... qu'on ne déplace pas le problème sur un autre plan. C'est une affaire purement juridique qu'il faudrait régler en tenant compte des tests de notre pays et cela nous ferait beaucoup de bien. J'ai souvent dit sur ce plateau que pour moi, c'est quand même quelque chose de très important que depuis quelque temps, des gens haut placés qu'on ne pouvait pas imaginer qu'ils pouvaient faire face à la justice aujourd'hui passent devant la justice. Pas pour briser leur carrière, pas non plus pour briser leur image, mais pour montrer à tout Béninois que quand on se trouve en porte-à-faux avec la loi, on est obligé de passer par la case justice pour que les choses soient clarifiées. Je crois que c'est pédagogique. Chaque Béninois saura qu'il ne suffit pas d'avoir été député aussi pour penser que tout est permis dans la République. Ce n'est pas pour dire que tel ou tel a fait ci, mais pour moi, c'est une bonne leçon. Quand il y a des gens, quand ils ont des problèmes avec la justice, ils font appel à leurs parents députés qui viennent se présenter, même au commissariat, parfois même au tribunal avec eux, parce qu'ils se disent que c'est un parapluie. Mais s'il n'y a pas de cet instant, ils se rendent compte que ce parapluie lui-même peut être proprement mouillé, se retrouver dans la position qu'eux ils cherchaient à fuir. Je crois que ça amènerait chaque Béninois à être un peu plus responsable. Alors, Kader, à Chirou, nous avons suivi cette actualité. Hier, le moment est-il propice? C'est vrai que jusque-là, on ne sait pas les raisons pour lesquelles l'ancien président sera écouté exactement. Bon, c'est probablement peut-être dans le cadre des enquêtes ouvertes pour élucider un peu plus davantage, je dirais, ce qui s'est manifesté les 1er et 2 mai. Et si nous allons aller un peu dans l'arrière, les 27 et 28, je dirais. Ce qui se passe actuellement est l'expression de ce que le Bénin est un état de droit et que, comme vous en ferez une loi de la République, vous allez en répondre. Et ça donne l'assurance aux uns et aux autres de ce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, un jour eux-mêmes, s'il arrive qu'ils ne font pas bien, ils se retrouveront devant la justice. Et donc, moi, ça me fait plaisir d'entendre que le président Boni Yahi répond de ses actes. Et donc, je dis que il n'y a aucune inquiétude à cela, il ne doit avoir aucun problème par rapport à cela, parce que le jour où le président Patrice Talon, qui sous son règne le fait, il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur, parce que quand il ne sera plus au pouvoir, tôt ou tard, lui aussi peut se retrouver dans cette même posture. Et donc, il n'y a pas de parapluie. Et je tiens à quand même à faire observer aux uns et aux autres que le régime du président Patrice Talon vient démystifier un peu les choses. Et ça, je l'approuve. Parce que pendant longtemps, on estimait qu'après avoir été ministre pendant plusieurs années, après avoir pillé les ressources de l'État, il fallait aller se réfugier à l'Assemblée nationale avec une carapace qualifiée d'immunité parlementaire et on devient intouchable. Sous ce régime, on a vu des députés qui ont perdu leur immunité parlementaire, qui ont été déplumés de cette immunité parlementaire et qui ont été livrés à la justice. C'est sous ce régime également que nous voyons un ancien président de la République qui se fait écouter par, je dirais, les instances judiciaires compétentes. Nous avons vu un président de l'Assemblée nationale qui a été écouté aussi dans une affaire qui a été impliqué. Et donc, nul n'est au-dessus de la loi, c'est ce qui est dit, c'est l'adage. Et donc, si Boni Yahi est impliqué dans une affaire et que les preuves matérielles sont établies, alors la loi est là, qu'on lui applique la loi. S'il n'est pas impliqué, alors je crois que les juges sont assez indépendants et ne voudront pas mettre le pays dans une situation catastrophique et ne feront pas de l'injustice. Dans le même cas, au niveau du député Mitokwe qui a été invité, l'ex-député Mitokwe, parce que s'il était encore député, on devait passer par l'Assemblée nationale pour une procédure. Il faut comprendre que s'il est impliqué dans les soulèvements qui se sont déroulés les premiers 2 mai à Cotonou, qu'il en réponde, parce que cette situation aurait pu être une situation chaotique qui ne serait pas finie jusqu'à ce jour où nous parlons. Et donc, il y a une obligation de situer les responsabilités. Et en dehors de cela, n'oubliez pas qu'il y a eu des dommages assez considérables. Nous avons eu des concessionnaires de voitures qui ont vu toutes les installations, pratiquement la quasi totalité des installations brûlées. Et donc, comment
juge sera rendu? Comment celui-là sera dédommagé? Et donc, il faut une procédure judiciaire pour que celui-là puisse obtenir gain de cause. Et donc, c'est peut-être dans cette procédure judiciaire qu'on a de situer les responsabilités, de savoir qui a fait qui, où et quand, comment, qui a motivé qui, c'est chez qui ils ont pris, les uns et les autres ont pris comme base pour aller fabriquer. Puisqu'on a vu sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles on fabriquait des cocktails explosifs pour aller incendier, pour dire, montrez-moi comment je vais lancer. Et donc, on sent qu'il y a une préméditation. Alors, qui est celui qui a instigé cela? Qui est celui qui a réuni les jeunes là? Qui est celui qui a réuni les badauds pour leur dire, allez faire ci, allez à tel endroit? Et comme vous avez pu le constater, c'était quand même des assauts ciblés. Quand vous prenez les cas de Parakou, les cas de Tiaourou, vous avez vu que les maisons qui ont été indexées sont des maisons ciblées. Il y avait d'autres personnes qui étaient membres de la mouvance présidentielle, mais qui étaient d'autres formations politiques, mais qui n'ont pas été impliquées. Il n'y avait que certaines personnes. Et la plupart sont des anciens collaborateurs de l'ancien chef de l'État. Quand on prend Cotonou aussi, c'était des assauts ciblés. On dit il faut aller incendier les stations GNP, les baïoles, on en a incendié cela. Parce qu'il y a il est impératif qu'on puisse comprendre que quand vous manipulez les populations à coup de billets de banque, quand vous appelez la paix, parce qu'on ne sait pas encore. Mais on a vu. On va sur le développement de on a vu. Oui, on va revenir. Mais on a vu une vidéo où on a entendu des jeunes gens qui me demandaient comment je vais le lancer pour moi. Et donc on sent qu'il y a préméditation. Voilà. La vidéo elle est là, elle est disponible par tout le monde. Et donc, j'ai pas vu cette vidéo. Comme je l'ai vu, les autorités judiciaires aussi l'ont vu. Et eux aussi vont trancher. Les sports sur Free Matin, on parle sport. Le président de la Confédération africaine de foot CAF a été interpellé hier à Paris. Il a été relâché après quelques heures d'audition. Oui, bonjour. Oui, bonjour Nadège. Effectivement, le patron du football africain, Ahmad Ahmad, a été écouté dans un dossier de rupture unilatérale de contrat avec l'équipementier allemand Puma au profit d'un concurrent français. Il a passé, comme vous l'avez dit, des heures, environ 10 heures de temps dans les locaux des services de l'Office central de la lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales à Paris. On parle d'un montant d'environ 830 000 $ et la signature avec la société française a été possible à cause de sa proximité avec cette entreprise a annoncé Jeune Afrique et ce sont des informations transmises par l'ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football. Il faut préciser que la CAF a procédé à son remplacement il y a quelques semaines. Restons en France, la reste à Jacques Benon pour dire que la Coupe du Monde féminine s'ouvre aujourd'hui même dans l'après-midi ou dans la soirée du côté de la France. Oui, effectivement. Et en match d'ouverture, nous aurons les Bleus qui feront face à la Corée du Sud à 20h. Et 24 équipes participent à cette Coupe du Monde féminine 2019. Et l'Afrique a 3 représentants dans le tournoi. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Nigeria et du Cameroun. Et demain, 2 de ces 3 représentants africains vont entrer en lice. L'Afrique du Sud fera face à l'Espagne à 17h et le Nigeria va s'opposer à la Norvège à 20h. Le Cameroun entre en lice le lundi. Il faut dire que le Nigeria est logé dans le groupe A, le groupe du pays organisateur, la France, avec la Norvège et la Corée du Sud. Et dans le groupe B, on retrouve l'Allemagne, l'Espagne, la Chine et l'Afrique du Sud. Et enfin, dans le groupe E, le Pays-Bas, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Cameroun pour le compte de cette Coupe du Monde 2019. Et rapidement, les nouvelles de la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui se déroule en Pologne. Il faut dire que l'Afrique a placé 2 représentants en quart de finale et ce soir déjà à 17h30, le Mali va rencontrer l'Italie pour le compte de la seconde affiche des quarts de finale.
puisque en première heure à 14h30, la Colombie joue l'Ukraine. Et demain, nous aurons les États-Unis à 16h30 qui vont jouer l'Équateur. Et à 19h30, le Sénégal, les Lionceaux du Sénégal, vice-champions d'Afrique en titre, vont s'opposer à la Corée du Sud. Les championnats nationaux de première et deuxième division abordent leur avant-dernière journée ce week-end. Exactement, Nadège. Il faut retenir que la course pour le titre, c'est entre Buff FC du Borgou et Béké de Bembereke. Et les deux équipes se déplacent respectivement à Cotonou 2, sur la pelouse synthétique du stade René Pleven pour ce qui concerne Buffle, pour rencontrer la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques, tandis que Béké FC de Bembereke sera dans l'enfer du stade Jean-Pierre Gascon de Koubé et va jouer l'équipe phare du plateau, la jeunesse sportive de Koubé. Esaïe Football Club, pour sa part, se déplace à Djougou pour rencontrer les Panthères de Djougou. L'AS Tonnerre, 3e au classement, reçoit au stade Paulin et Tomanaga de Boycon l'association sportive Ouémé Star. En Ligue 2, les choses sont également très serrées à ce niveau et le leader Real Sport de Parakou reçoit Mamba Noir c'est demain samedi au stade municipal de la cité de Koboro et son dauphin à égalité de points. Dynamo de Parakou accueille également sur les mêmes installations d'Adjet FC d'Aplahoué. Et en embuscade, il y a Espoir de Savalo, mais Espoir de Savalo va jouer sur la pelouse de Commun et Rodio FC de Commun, tombeur du leader lors de la précédente journée. C'est le choc de cette 37e journée de la Vitalor Ligue 2. Merci à vous, Larios Adjak-Beno, c'était les sports le Free Matin pour boucler cette émission matinale que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien et à demain, qui est lundi prochain, pour notre numéro de Free Matin. Au revoir.